Établir une plateforme de coordination de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Voilà le but de la première réunion ministérielle sur le Sahel à Bamako, une rencontre présidée par le président de la République en présence du secrétaire général des Nations Unies. Un seul titre pour cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue. La communauté internationale se mobilise une fois de plus aux côtés du Mali et aussi de l'Afrique tout entière à l'initiative du président de la République. La première réunion ministérielle sur le Sahel s'est ouverte ce matin ici à Bamako. Elle doit déboucher sur l'établissement d'une plateforme de coordination de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. En clair, décideurs politiques et patrons d'institutions bancaires doivent unir leurs efforts afin de favoriser le retour de la paix dans le Sahel. Le compte-rendu de Mohamed Diarra. Le gratin de la politique et de la finance internationale s'est donné rendez-vous à Bamako pour une rencontre très importante. Il s'agit de la toute première réunion ministérielle sur le Sahel. Une rencontre qui se tient à l'initiative du président Ibrahim Boubacar Keïta. La tenue de cette réunion ministérielle à Bamako constitue une marque d'estime à l'endroit du peuple malien qui sort d'une crise sans précédent. En prenant l'initiative d'organiser au Mali la première réunion pour l'établissement d'une plateforme de coordination de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, le président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, a voulu exprimer toute sa détermination ainsi que celle du gouvernement et peuple malien à prendre part à une part active à la résolution des défis communs à la région du Sahel. La rencontre de Bamako a le mérite de faire le diagnostic des maux qui mènent le pays du Sahel, devenu aujourd'hui un no-man's land, c'est-à-dire un nid de bandits de tout acabit. Le Sahel abrite un maelstrom complexe de problèmes multidimensionnels. Il se présente comme une mer intérieure secouée par des tempêtes et des convulsions multiples. De l'Atlantique à l'océan Indien, cet espace géopolitique abrite de nombreuses zones de non-droit, des milliers de trafiquants en tout genre, des groupes terroristes et djihadistes s'alliant les uns aux autres selon les circonstances. Ces groupes sèment la désolation et la terreur. Ils entravent la liberté de circulation des hommes, des biens et des marchandises. Ils constituent de ce fait une entrave majeure au développement. Ces groupes menacent la paix et la sécurité des États de la région et au-delà de la région, la paix et la sécurité de nos voisins des rives de la Méditerranée et même, j'ose le dire, la paix mondiale. Le Mali, à l'instar des autres pays de la région, est victime de cette concentration de vulnérabilité. Les récents événements survenus à Kidal en sont une parfaite illustration. C'est pourquoi le chef de l'État et le secrétaire général de l'ONU ont lancé un appel pour le renforcement des moyens de la MINUSMA pour qu'elle joue pleinement son rôle de stabilisation du septentrion malien. Et cette paix doit se sentir dans l'ensemble des pays du Sahel. La rencontre de Bamako se pose donc comme défi de trouver une réponse au triptyque sécurité, développement, paix. Une équation dont la résolution passe par une conjugaison des efforts. Aucun État de la région ne peut faire seul face aux problèmes qui nous assaillent. Nous sommes indissolublement liés dans une communauté de destin voulue par le Tout-Puissant. La somme de nos efforts sera toujours supérieure à l'action individuelle que pourrait mener tel ou tel d'entre nous. Il nous faut absolument, d'une part, identifier les projets structurants et d'autre part, favoriser la convergence de nos actions en vue de l'avènement d'une ère de coprospérité permettant aux habitants de cette contrée de sortir de limbe, de l'insécurité, du sous-développement, de la misère sociale et intellectuelle. Toutes nos actions doivent converger vers la matérialisation du triptyque. Toutes nos actions doivent converger vers la matérialisation du triptyque société, sécurité,
développement et paix, car il n'y a pas de développement sans la sécurité et la paix. Cette réunion ministérielle sur le Sahel se tient après la rencontre de haut niveau sur le Sahel qui a eu lieu à New York le 26 septembre dernier. Au cours de cette réunion, le président de la République a exprimé la volonté du Mali d'accompagner toute initiative allant dans le sens de l'instauration de la sécurité dans le Sahel. C'est pourquoi la réunion de Bamako est perçue comme un signe d'espoir dans la concrétisation de cette volonté politique. Et pour que la paix revienne dans le Sahel, l'ONU est considérée comme le réceptacle, dixit le président Ibeka. Il faut que les Nations Unies jouent leur rôle véritable et historique pour que le septentrion malien retrouve la paix et que le Mali continue avec son agenda, c'est-à-dire le développement pour tous et pour toutes les régions. Chaque pays membre de l'ONU, porteur de solutions, doit être le bienvenu dans ce combat qui interpelle le monde entier. Inclure tout le monde et n'exclure personne est la seule issue pour que notre pays retrouve sa stabilité. Et l'ONU est le réceptacle naturel de ce partenariat qui rendrait, au-delà du Mali, le Sahel plus fort et plus uni contre ses forces centrifuges ainsi que les menaces périphériques. La rencontre de Bamako pourrait donc être qualifiée de pari gagné. Les bailleurs de fonds et les décideurs politiques se disent prêts à accompagner les pays du Sahel. Le président de la République a fait observer une minute de silence à la mémoire des 2 journalistes assassinés dans la région de Kidal. Pour Ibeka, rien ne peut expliquer et justifier un tel déferlement de haine de la part des auteurs de cet acte odieux. L'identification des priorités des pays du Sahel dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance, du développement et de l'humanitaire, ce sont là les enjeux de cette rencontre de Bamako. Il s'agit ensuite d'établir un partenariat entre ces pays, le système des Nations Unies, les institutions financières internationales et les entités sous-régionales africaines, avec comme finalité le développement durable dans le Sahel. Et pour y arriver, les décideurs politiques et les bailleurs de fonds ont réaffirmé leur engagement à aider à faire face aux nombreux défis. Omar Moussa Traoré. Notre pays aura réuni un aréopage aussi distingué de décideurs politiques du monde et de patrons d'institutions financières internationales. Ce beau monde est à Bamako pour identifier les besoins des pays du Sahel dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance et du développement, entre autres. L'objectif est de faire de cette région une terre de paix et de développement. Les décideurs politiques donnent ainsi le ton de leur engagement aux côtés des pays du Sahel. Nous sommes à vos côtés. La communauté internationale est solidaire des Sahéliens. Pour preuve, l'impressionnante délégation qui m'accompagne. Les plus hauts représentants de l'Union africaine, de la Banque mondiale et de l'ONU, ainsi que de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne, et aussi OIC, sont ici pour écouter, afin que vos priorités puissent orienter nos travaux. C'est la 2e fois que Dr Kim de la Banque mondiale et moi-même venons ensemble en Afrique. Il faut assurer à cette région de l'Afrique un développement durable en finançant des projets structurants dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et des transports, entre autres. Il faut donc aider le Sahel à relever les défis qui l'assaillent de toutes parts. Défis qui ont pour nom insécurité, terrorisme, sous-développement et analphabétisme, entre autres. Faisant écho au patron de l'ONU, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, se réjouira de l'initiative des Nations Unies avant d'appeler à mettre l'accent sur les citoyens dans toutes les actions à mener. Les différents bailleurs de fonds internationaux qui se sont succédés à la tribune ont tous confirmé leur volonté d'accompagner les pays du Sahel, notamment notre pays, dont ils salueront le leadership dynamique du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cela passe par un partenariat entre les pays du Sahel, les Nations Unies, les institutions financières internationales et les entités sous-régionales. Au cours de la période 2014-2020, l'Union européenne consacrera près de 5 milliards d'euros au développement du Sahel. Dans les pays de la région, les principaux secteurs à identifier avec les administrations sont ceux de la gouvernance, de la réforme de l'État de droit et de la sécurité, de l'agriculture,
et de la sécurité alimentaire, des services sociaux, avec une attention particulière portée à la résilience. Le président de la Banque mondiale, lui, annoncera un appui financier d'1 milliard de dollars aux pays du Sahel dans les 24 prochains mois. La Banque africaine de développement n'est pas demeurée en marge de cet élan de solidarité. Nous allons mettre à la disposition de 5 pays un montant de 1,9 milliard de dollars, dont 950 millions de dollars pour des projets régionaux de transport et d'énergie, afin de créer des espaces économiques intégrés. Nous voulons mettre l'accent sur les projets transformateurs dans les infrastructures, surtout dans le domaine de l'énergie. La tâche dans la région du Sahel, c'est bien sûr la résilience aux chocs extérieurs, climatiques et autres. Mais avant tout, c'est la création de l'emploi pour les jeunes. C'est pourquoi nous allons mobiliser aussi notre guichet secteur privé, comme c'était le cas du projet sucrier de Markala, ici au Mali, qui avait le potentiel de transformer cette région. Son abandon, à raison des événements, et d'ailleurs, je l'espère, provisoire, qui a coûté cher à ce pays. C'est un grand projet de milliards de dollars que nous espérons reprendre, parce que c'est là où on va créer des emplois dans cette région. Le discours du représentant de l'Organisation de la coopération islamique sera plus politique. Il appellera les groupes armés au respect de leur engagement avant d'émettre le souhait du rétablissement de la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national. Il s'était auparavant réjoui de la création d'un ministère en charge de la réconciliation nationale. C'est donc un engagement très fort de la communauté internationale aux côtés du Sahel qui a été réaffirmé au cours de cette cérémonie d'ouverture. La réunion soulève un espoir pour notre pays, celui que la crise soit enfin derrière nous, même si le Mali fait face actuellement au soubresaut d'une guerre asymétrique que lui imposent les terroristes. Il n'est pas admissible que Kidal soit une bourse régionale du crime organisé. Ces propos sont du président de la République. Pour éviter cela, Ibrahim Boubacar Keïta invite ceux qui détiennent encore les armes à rejoindre sans délai la table de négociation avant qu'il ne soit trop tard. Il l'a dit à l'ouverture de la réunion ministérielle sur le Sahel au micro de Mohamed Diarra. Il est impératif de mettre un terme à la situation prévalente à Kidal, au risque de connaître des situations imprévisibles, susceptibles d'entraîner des développements difficilement maîtrisables. Je l'ai dit à New York, je l'ai dit à Paris, je l'ai dit récemment à Dakar et il y a quelques jours à Kigali. Kidal doit revenir à la lumière du jour. Kidal doit être lisible. Kidal doit être visible dans le processus de consolidation de la paix. Kidal doit être comme toutes les régions du Mali, pays souverain, membre des Nations Unies. Je ne saurais en aucun cas tolérer davantage qu'une partie du Mali soit soustraite à la loi de la nation et à la morale tout court. Le Mali ne peut pas tolérer que Kidal soit la bourse régionale du crime organisé. Mon gouvernement a fait l'option stratégique de la paix, du dialogue, pour résoudre les problèmes découlant du mal-vivre de nos frères du Nord et de toutes les communautés nationales. Notre peuple rejette le fracas des armes. Il veut une solution durable et définitive à la crise qui secoue le nord du pays. Nous rechercherons inlassablement la paix pour éviter à notre peuple de nouvelles meurtrissures, de nouvelles épreuves. J'invite une fois de plus les groupes armés à déposer les armes sans délai et à venir s'asseoir à la table de négociation aux côtés de leurs frères et sœurs qui veulent les aider à surmonter leur rancœur et à faciliter leur intégration dans la nation. Il n'y a pas de problème sans solution lorsque les hommes sont de bonne foi, de bonne volonté, désireux d'aller de l'avant. La porte du dialogue demeure ouverte. Je les invite à la franchir afin que nous mettions fin aux souffrances inutiles infligées à notre peuple. Cheminons ensemble vers la paix et le développement pour le bien de tous les fils de la nation malienne.
Vous pourrez suivre l'intégralité du discours du président de la République à cette première réunion sur le Sahel. Après cette édition, en marge de cette réunion, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Ils ont discuté de la situation actuelle dans notre pays et le secrétaire général de l'ONU a réaffirmé au président de la République son engagement à renforcer les capacités de la mission des Nations Unies au Mali afin qu'elle puisse exécuter son mandat de maintien de paix. Voilà donc le président Ibrahim Boubacar Keïta qui avait reçu après la cérémonie d'ouverture le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le président de la République qui a aussi reçu en audience une délégation de la Société financière internationale. Elle a échangé avec le président sur l'appui financier de sa société au Mali. Le président de Maroc Télécom s'est aussi entretenu avec Ibrahim Boubacar Keïta sur les questions des télécommunications. Adama Kodjo pour les détails. Jean-Philippe Prosper et ses collègues sont venus réaffirmer au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, l'engagement de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale aux côtés du Mali pour le développement socio-économique. Nous appuyons indirectement et des fois directement les petites et moyennes entreprises au travers d'institutions de financement local, que ce soit des banques commerciales ou des institutions de microfinance, et nous intervenons aussi directement dans au financement des entreprises, et donc soit en termes de capital, des participations en capital, ou des prêts à moyen et long terme, ou alors en termes de garantie. Et nous finançons également le secteur des infrastructures. Au niveau de notre travail avec le gouvernement, nous appuyons au niveau du climat des investissements, mais également, par exemple, au niveau des partenariats publics-privés. Le président de Maroc Télécom est arrivé à Koulouba pour parler des acquis dans le domaine des télécommunications, des acquis que M. Ahizoun entend consolider. C'était également l'occasion de mettre au courant et d'informer son Excellence le Président des programmes de coopération et de partenariat entre Maroc Télécom et Sotelma. Et c'est un partenariat qui marche bien et je tenais à présenter à son Excellence les évolutions qui sont en cours, les transformations autour du groupe Maroc Télécom. Comme vous le savez, le groupe Vivendi, qui était l'actionnaire majoritaire de Maroc Télécom, vient de céder ses parts à l'opérateur Etisalat des Émirats Arabes Unis. Je tenais à présenter à son Excellence les implications de ces transformations sur Sotelma notamment et sur tout le groupe et les futurs développements à la fois au Mali mais également dans les pays voisins. Par ailleurs, le président de Maroc Télécom a félicité les chefs de l'État pour sa brillante élection à la tête du pays. Autre audience présidentielle, celle accordée par Ibrahim Boubacar Keïta au président de la Banque africaine de développement BAD et au ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc. Voyons leur compte rendu avec Moussa Fani. La Banque africaine de développement BAD est prête à accompagner le Mali pour la réhabilitation des infrastructures et la création d'emplois. La BAD veut également soutenir notre pays pour booster la croissance économique. Nous avons évoqué la situation au pays et comment les organismes comme la Banque africaine peuvent aider le Mali et à retrouver le chemin de la croissance et développement. Alors je tenais à lui dire combien nous sommes aux côtés de lui et du peuple malien, que nous souhaitons que très rapidement le Mali retrouve le chemin de la croissance, que nous allons y travailler avec lui. Et tout naturellement, j'évoquais l'initiative du Sahel, parce que la communauté internationale nous a demandé d'abriter un fonds d'action pour le Sahel, qui sera un outil pour les barres de fonds de ce pays et la région, et d'apporter les contributions. Au nom de sa structure, le président de la BAD a présenté au président de la République les condoléances pour la disparition brutale des deux journalistes de RFI. La seconde personnalité reçue par le président de la République est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc. Salaheddine Mizouar
a exprimé l'attachement de son pays à l'unité et à la stabilité du Mali. L'échange a porté sur naturellement les derniers développements, mais surtout nous avons félicité pour le succès de cette première conférence ministérielle, pour les messages forts que son Excellence a transmis à travers son discours et qui touchent véritablement l'avenir du Mali, l'avenir de la région et la nécessaire stabilité, l'unité et l'intégrité au niveau du Mali et de la région. Notre échange a porté également sur le partenariat et la coopération dans les différents domaines dans lesquels le Maroc naturellement est disposé à accompagner l'expérience malienne et le peuple malien, que ce soit au niveau du processus de régionalisation dans sa logique d'intégration des populations dans le développement régional et local, que ce soit au niveau des secteurs productifs, des secteurs émergents du Mali, que ce soit naturellement au niveau de la coopération dans les différents domaines, que ce soit l'éducation, la formation et tout ce qui est de nature à contribuer à ce que les activités génératrices de revenus, à ce que le développement agricole, à ce que le développement des populations dans les différentes contrées du Mali soit assuré. Le Mali peut compter naturellement sur l'engagement du Maroc à ses côtés. Le Maroc entend contribuer à valoriser le secteur de l'agriculture au regard des potentialités dont dispose le Mali dans ce domaine. Un peu plus tard, Donald Kaberuka, président de la BAD, était face à la presse. Avec elle, il a évoqué les axes prioritaires de l'intervention de la Banque africaine de développement en notre pays qui est en train de se remettre de la crise. Pour plus de détails, écoutons quelques propos du président de la BAD, recueillis par Boubacar Sissoko. On est ici à Bamako, en portant de solidarité avec le peuple malien, le peuple d'Israël, annoncer nos intentions les uns des autres, écouter ce que pensent les ministres de cette région. Et demain, nous serons à Niamey, à Ouagadougou et au Tchad, pour les mêmes raisons. J'ai indiqué ce matin que actuellement, dans les 5 pays dits les pays au cœur du Sahel, nous avons un portefeuille de 2 milliards de dollars. Donc les programmes en cours. Donc ça, c'est comptabilisé, c'est bien connu. J'ai annoncé à Bruxelles, à la conférence sur le Mali, un programme spécifique pour le Mali pour 2 ans de 245 millions de dollars, dont la moitié est déjà engagée. Et de cette semaine, nous allons décaisser déjà 75 millions de dollars en appui budgétaire pour l'État malien. Donc, c'est du concret, c'est du pratique. Tombouctou a accueilli dans l'après-midi le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en compagnie du Premier ministre Oumar Tatamli. Sur place, la délégation a eu une rencontre avec la société civile et les représentants des différentes communautés de la région. Le compte-rendu de Adama Djindé. Ce face-à-face entre les plus hautes autorités des Nations Unies, les membres du gouvernement d'un côté et de l'autre les populations de Tombouctou a été une véritable tribune de franc-parler. Les représentants des différentes communautés, confessions religieuses, chefs de quartier, jeunes aussi bien que femmes, ont magnifié les efforts du système des Nations Unies dont la région de Tombouctou continue de bénéficier. Ils ont saisi l'opportunité pour soulever certaines de leurs préoccupations. Actuellement ici, les denrées alimentaires coûtent excessivement cher, les produits de première nécessité coûtent très cher parce qu'il n'y a pas de voie pour acheminer les marchandises sur Tombouctou. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de route qui relie Tombouctou à Mopti, ni Tombouctou à Gao, rien. Donc les produits qu'on nous amène sont très chers et les populations n'ont pas la bourse nécessaire pour payer ces marchandises. Pour ce qui est de la route d'Ouenza à Tombouctou, les travaux vont reprendre normalement au mois de janvier, dans la mesure où effectivement la crise s'est traduite notamment par des dégradations de matériel, par des vols de matériel. Ils doivent actuellement être reconstitués, ils sont en cours et donc les travaux reprendront aussitôt que ces matériels auront été constitués sur place. Ban Ki-moon a exprimé sa détermination à accompagner notre pays pour la paix et la stabilité. Nous allons faire plus pour assurer la stabilité et la sécurité à Tombouctou, à Gao,
Kidal, etc. Nous sommes déterminés de promouvoir la paix, le développement, droit de l'homme. Ce sont les 3 piliers des Nations Unies. Ici à Tombouctou, Sonraï, Arabes, Tamashek, musulmans comme chrétiens ont manifesté leur désir commun d'appartenir à la même entité géographique basée sur la tolérance et le vivre ensemble. En marge de la rencontre ministérielle sur le Sahel, le patron de la Banque mondiale a inauguré le désormais siège de l'institution à Bamako, 6 à la CI 2000. Dr Jim Yong Kim avait à ses côtés le Premier ministre et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Nando Dambélé. C'est le président du groupe Banque mondiale, Jim Yong Kim, qui a personnellement coupé le ruban symbolique du nouveau siège des bureaux de l'institution financière mondiale à Bamako. Très sobre, l'immeuble construit avec des matériaux locaux respecte l'architecture locale. Composé d'un bâtiment principal à un niveau avec plusieurs bureaux et annexes, il comporte toutes les commodités dignes du nom. Il s'agissait pour nous de remettre nos équipes dans des conditions qui leur permettent de travailler encore mieux dans le contexte malien. Donc nous avons profité de cette opportunité qui nous était offerte de reconstruire un bureau à Bamako, qui soit près de la cité administrative, mais également qui réponde aux nouvelles normes techniques et technologiques qui sont en vigueur. La réalisation de ce nouveau siège est un symbole fort qui traduit la bonne santé des 50 ans de coopération entre le Mali et la Banque mondiale. C'est un symbole très fort qui montre la présence et la volonté de la Banque mondiale de continuer à travailler main dans la main avec les autorités maliennes dans le futur. Présente au Mali depuis 1963, la Banque mondiale appuie notre pays dans plusieurs secteurs de développement. Le président François Hollande a accueilli ce matin les dépouilles des deux journalistes de RFI, Ghislain Dupont et Claude Verlon, tués samedi dernier à Kidal. Les familles des 2 journalistes étaient naturellement à l'accueil. À Paris, le personnel de RFI rassemblé a observé une minute de silence en hommage à leurs 2 collègues. Il est d'ailleurs prévu demain une cérémonie d'hommage au musée du Quai Branly. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information y représente le gouvernement. Et suite à l'assassinat des 2 journalistes de RFI à Kidal, nous avons reçu des messages de compassion du collectif des ressortissants du Nord Courenne, de la Commission nationale des droits de l'homme, de l'Association pour le Mali, soutien IBK APM et du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement au Mali et en Afrique. Tous condamnent cet acte barbare, lequel constitue une atteinte grave au droit à l'information et à la liberté de la presse. Il rappelle aux autorités que des mesures idoines doivent être prises en vue de restaurer l'autorité de l'État à Kidal. Nous ouvrons la page élections législatives avec ce communiqué. Le gouverneur du district qui informe les présidents de bureaux de vote et assesseurs que les séances de formation débuteront dans toutes les 6 communes du district le jeudi 7 novembre 2013 à partir de 8h30 selon le programme suivant. Commune 1, Eco-Sup à Djelibougou, commune 2, Cap de Bouzoula, commune 3, Maison de la Femme à Dar Salam, commune 4, le manège de la Fiabougou, commune 5, Maison de l'Enfant et de la Famille à Sabalibougou, commune 6, lycée Ija à Faladier. Le gouverneur rappelle que les formations s'étalent sur 6 à 8 jours selon les communes et se feront par groupe de 70 agents par salle et par binôme. La liste des agents à former par jour fera l'objet d'affichage à la veille de chaque séance. Il est enfin à noter que l'accès à la salle est subordonné à la présentation de la carte NINA ou toute autre pièce d'identité. L'Alliance UM-RDA, UDD et ASMA-CFP en commune 5 pour les législatives du 24 novembre a donné le coup d'envoi de sa campagne dimanche. Cette alliance, qui se réclame du regroupement IBK 2012, entend œuvrer afin d'assurer une majorité confortable au président Keïta. Noum Sissoko. Ce meeting consacre le début des activités de campagne en commune 5 de la liste UM-RDA
UDD et ASMA CFP aux législatives du 24 novembre. Nous avons décidé de faire prendre conscience aux Maliens de l'enjeu de cette campagne. Autant ils sont sortis pour les présidentielles pour prendre leur destinée en main, autant nous souhaitons que les Maliens sortent massivement pour les législatives pour voter et que nous ayons une assemblée en tout cas représentative. L'Alliance s'inscrit dans la dynamique du changement par le choix d'hommes et de femmes à même de répondre aux préoccupations du peuple malien. Nous pensons qu'il est grand temps que nous ayons une classe politique soucieuse des intérêts du peuple malien. Il est grand temps que nous ayons une classe politique nouvelle au sein de l'Assemblée nationale. Il est grand temps que nous, les Maliens, nous commencions en tout cas à faire la politique autrement dans l'intérêt suprême des Maliens et du pays. Et nous œuvrons en tout cas à mettre les meilleurs en compétition pour vraiment donner une majorité claire, nette et transparente à notre président de la République. Nous nous sommes engagés à faire élire le président Ibrahim Boubacar Keïta pour qu'il puisse agir simplement pour le Mali. Nous allons continuer l'œuvre que nous avons commencée. La liste de la commune 5, UMRDA, ASMA, UDD, est le témoignage même de l'engagement à tenir la parole que nous avions donnée. Nous nous étions engagés à le faire ensemble. Nous le ferons jusqu'au bout. Une coupe mise en compétition en football prévoit 1 million de francs CFA pour le vainqueur à la finale, 750 000 francs CFA pour la deuxième place et 250 000 francs CFA à l'équipe Fair Play. Le parti Bara qui a aussi lancé sa campagne pour les législatives de novembre. 3 candidats sont sur la liste du parti Bara en commune 5. Il s'agit de Oumar Koulibaly, de Koumaré Aïchata Koulibaly et de Ahmed Sissé. Tous prônent une nouvelle forme de gouvernance. Compte rendu Youssouf Diakité. Ce soir-là, le terrain de Kalabankoura a mobilisé du monde. Raison, le lancement de la campagne pour les législatives 2013 du parti Bara. Plusieurs préoccupations sont évoquées par les candidats. Ces préoccupations sont liées à l'emploi des jeunes, à l'éducation et à la santé. De façon concrète, à travers des projets, c'est-à-dire pousser les jeunes, aller vers l'entrepreneuriat jeune, à ne pas compter trop sur l'État. Parce que l'État, c'est juste un petit noyau qui est un bidon qui doit appuyer la jeunesse, mais la jeunesse en elle-même doit d'abord avoir son propre moteur pour démarrer. En ce moment, c'est quoi? Il faut que la jeunesse essaie à elle-même de créer de l'emploi à travers nos savoirs. Un président de candidature là, parce que je suis candidate surtout pour défendre la cause des femmes et des enfants, la politique éducative et sanitaire. Si on parvient à faire voter certaines lois, ça peut faire changer beaucoup de choses. D'autres prônent la rupture en forgeant une nouvelle politique de gouvernance. Ma candidature est une prise de conscience au regard des événements que nous avons vécus en 2012 et au regard de la démocratie qui est en péril et surtout au sein de notre Parlement. Pendant 20 ans, le Mali a vécu une démocratie de façade. Nous avons vu dans ce pays une armée qui est complètement démunie. Pourtant, il y avait des autorités qui étaient là en place. Où étaient ces autorités-là? Où était l'Assemblée qui était l'émanation du peuple à l'époque? Et c'est pourquoi nous avons pris l'engagement, en tout cas, de renouveler cette Assemblée. Et pour l'enregistrement de leur message de campagne pour les législatives prochaines, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le mercredi 6 novembre 2013. Il s'agit de Indépendant Karsok, 9h, 9h20, Indépendant Sidamar Ag Akassa, 9h40, ADM, 10h PACP, 10h20, Indépendant RDC 1, 10h40, PIDS, 11h, PS Yelekoura, 11h20, M plus Ramata, 11h40, Bara, 12h MDD, 12h20 Adema, 12h40 Yelema, 13h ANC, 13h20 PST, 13h40 Indépendant Alliance, Commune 1, 14h UNPR.
Juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats du PRDT, du PRVM, ADP Maliba, CAP, UFDP, CAR, UMAM et Barika. Réunion aujourd'hui du cadre de concertation et de la commission d'organisation des élections de 2013 de Koulikoro. Le but est de faire le point des préparatifs pour les législatives. Brahima Kone. Prendre langue avec les acteurs principaux afin de faire le point des préparatifs des élections législatives, tel est l'ordre du jour de cette réunion convoquée par le gouverneur de la 2e région, Alain Tessougué. Les membres du cadre de concertation et de la commission d'organisation des élections de 2013 veulent donner une figure d'ensemble de tout ce qu'il faut pour réussir le reste des échéances électorales de 2013. La région elle est prête justement à aller aux élections législatives. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est la formation des agents électoraux. La rencontre a permis de toucher les points culminants du processus électoral, à savoir l'acquisition de matériel, la gestion des candidatures, le renforcement des capacités, la révision des listes électorales et les cas de transfert. Nous faisons ce que nous pouvons à travers les structures que nous avons sur l'éducation à la citoyenneté. Nous avons à côté de nous des agents du PNUD qui sont là, qui font leur mieux, et les partis politiques également doivent jouer leur rôle pour appeler les militants à sortir en masse et aller voter. Parce que c'est des élections de proximité. L'élection d'un député, c'est dans une circonscription électorale. Ce premier tour est perçu comme le premier scrutin législatif après un présidentiel bien apprécié à travers le monde. Les acteurs électoraux et les populations doivent déployer plus d'abnégation et de rigueur pour que le degré de réussite des échéances à venir soit à la hauteur des attentes des opinions nationales et internationales. À Caille, la direction régionale de l'agriculture sensibilise sur les effets néfastes des changements climatiques. La visite de stands et des champs écoles de producteurs ont été les temps forts de la journée. Kansoutou Kanouté. Organisée par la Direction nationale de l'agriculture à travers la coordination technique de la GIPD et la FAO, cette journée porte ouverte avait pour objectif de sensibiliser l'opinion nationale, les décideurs et les producteurs sur les mesures résilientes d'adaptation de manière à faire face aux effets collatéraux du climat. La visite de 4 stands sur les objectifs de la GIPD, le changement climatique, la préparation des pesticides naturels entre autres, et la visite à Diabéfara des champs-écoles des producteurs dans la parcelle GIPD de Sorgho appelée Djakoumbe, semée il y a seulement 3 mois, ont été les faits marquants de cette journée. Ces champs-écoles ont été introduits au Mali de manière à promouvoir une agriculture intégrée et durable. Qui dit agriculture intégrée et durable fait allusion à l'utilisation de bonnes pratiques améliorées qui tiennent compte de l'environnement. La lutte contre les effets néfastes du changement climatique est aujourd'hui une obligation pour aller vers une agriculture résiliente, performante et durable. Cette vision, la FAO la décline au niveau de son objectif spécifique 5, qui est améliorer la résilience des moyens de subsistance face à des menaces ou en situation de crise. Quant au directeur de cabinet du gouverneur, il a invité les facilitateurs qui ont été formés 24 jours durant sur les pratiques résilientes au changement climatique à contribuer et à favoriser l'appropriation de la GIPD par les producteurs. Je vous exhorte donc à redoubler d'efforts pour que nous puissions ensemble gagner le combat contre la pauvreté à travers la gestion durable des ressources disponibles et des écosystèmes associés. À l'issue de la cérémonie, les autorités désignées ont tour à tour procédé à la remise de diplômes aux récipiendaires. Le commandant du théâtre de l'opération Maliba était en déplacement sur le terrain pour échanger avec les forces engagées sur le théâtre. Le colonel-major Abdoulaye Koulibaly a commencé sa visite par Gossi le 27 octobre dernier, où il a eu une journée bien chargée, nous signale Drissa Kone. Dès son arrivée à Gossi, le colonel-major Abdoulaye Koulibaly a eu une séance de travail avec la MINUSMA composée des forces togolaises installées depuis plus d'une semaine. L'entretien a porté sur la situation sécuritaire dans la zone du Gourmand, du positif puisqu'il y a connu une nette amélioration. Tout se passe très bien. La population, elle est très confiante.
Au début, on voyait les gens circuler à moto 2-3. Aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'il y a au moins 5-6 motos, plus de 10 véhicules par jour qui circulent sur taxe. Ça nous rassure. Cette amélioration a permis à plus de 15 000 déplacés et réfugiés de regagner leurs foyers respectifs. J'étais à Grom, Burkina Faso. Je suis venu à 15 000 personnes. 15 000 maintenant, c'est pas personne. C'était les éleveurs, il y a des Arabes, il y a des Touaregs, il y a des Peuls, il y a des Soraïs. Il y a les Belles, il y a tous les couches. La délégation, par le biais du Comforce, est venue au secours des sinistrés de l'incendie qui a eu lieu à 45 km de Gossi. 1,5 tonne de riz et la somme de 200 000 francs à l'administration et aux élus de la commune. Et cela au nom de la hiérarchie militaire et les plus hautes autorités du Mali. Le colonel-major s'est ensuite rendu au camp de garde où il a eu une séance de travail avec les forces armées maliennes déployées à Gossi. Gossi est un carrefour entre Rarousse et le Burkina. Tenir en compte le Gourma et surveiller la frontière du Burkina et avec tout ce qu'il y a comme mouvement in and out. Donc ce n'est pas facile et c'est pour cela que nous disons nous allons nous appesantir, nous aller donner le maximum. Et la mission c'est être là auprès de la population, intervenir aux besoins et faire des patrouilles, magnifier la présence de l'État sur l'ensemble de cette zone. De Gossi, le convoi s'est dirigé sur Gourma-Rarousse. L'étape de Gourma-Rarousse que vous avez d'ailleurs eu hier dans notre édition, plus de 26 millions de francs CFA, c'est le coût du projet d'appui d'urgence à la relance de la riziculture du périmètre de Boya dans le cercle de Gao, initié par l'association Amadan de Boya. Il va permettre l'aménagement de plusieurs hectares de périmètre et une dotation en matériel et en semences. Pour une durée de 6 mois, le projet est financé par le gouvernement du Mali et ses partenaires. Boubacar Babletouri. Améliorer les capacités des riziculteurs du village de Boya dans le cercle de Gao est le credo du projet d'appui d'urgence à la relance de la riziculture des périmètres. Dans ce cadre, l'association Amadan veut procéder par l'aménagement d'une vingtaine d'hectares de périmètres irrigués, à la dotation de ce même périmètre en motopompe et à la remise de semences et d'intrants agricoles aux producteurs. Les activités, c'est le renforcement des compétences, surtout des membres de l'association, mais aussi des femmes sur la nutrition, sur des messages d'éducation nutritionnelle, mais aussi les exploitants agricoles et les encadrer sur le plan des techniques agricoles. Ce projet, dont le montant s'élève à près de 26 millions de francs CFA, répond ainsi aux nombreuses préoccupations relatives à la sécurité alimentaire du village. J'ai bien noté les doléances des populations dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé, dans d'autres cadres aussi. Maintenant, c'est à nous de faire remonter ces doléances au niveau du gouvernement et vraiment à nos partenaires, on dirait vraiment de poursuivre les actions. Parce que c'est des actions complémentaires. S'il y a d'autres projets à côté, ça permet de fixer les populations et d'empêcher l'exode rural. Il est une composante du programme d'appui aux organisations de la société civile PAOSC 2, financé par l'Union européenne, le Danemark, le Canada, la Confédération suisse, le Royaume de Suède et le gouvernement du Mali. Appui de 67 millions de francs CFA à 2 associations et à une coopérative du cercle de Diané dans la région de Mopti. C'est une initiative du programme d'appui aux organisations de la société civile phase 2 qui vient lutter contre la pauvreté, l'exode rural et l'insuffisance alimentaire. Aminata Touré. Pour un coût de 67 millions de francs CFA, le présent projet concerne respectivement l'aménagement d'un périmètre agroforestier de 5 hectares pour 29 millions de francs CFA, l'aménagement d'un périmètre maraîcher de 3 hectares pour un montant de 23 millions de francs CFA et enfin la construction d'une ferme d'embouche bovine pour 15 millions de francs CFA. Les bénéficiaires sont l'association des jeunes ruraux Espoir d'Algasouba, l'association Badéen de Djoboro et la coopérative Saoudouman 2 de Kanafa. Toutes mes félicitations à ces 3 sociétés coopératives pour la pertinence de leur projet, ce qui leur a permis de bénéficier du présent financement. Ce projet servira sans aucun doute à assurer à nos populations un bien-être économique et social certain. La réalisation de ce programme contribuera entre autres à la diminution de l'exode rural, à l'accroissement de la sécurité alimentaire, toutes choses qui n'ont pas laissé les autorités indifférentes. Ces financements ainsi obtenus permettront, nous en sommes sûrs, de contribuer significativement au développement local.
C'est pourquoi nous invitons les associations bénéficiaires à utiliser judicieusement les fonds ainsi mis à leur disposition. Le représentant des bénéficiaires a remercié l'État et les partenaires financiers à travers le programme d'appui aux organisations de la société civile phase 2 et promet une bonne exécution des fonds mis à leur disposition. L'église de Sibi a été dédicacée samedi. Ce lieu de culte a vu le jour grâce à une aide de l'église presbytérienne évangélique de la Corée du Sud. La localité de Sibi n'avait jusqu'ici qu'un seul lieu de culte adéquat. Isaac Tchenou était à Sibi. Sibi a désormais son église. D'une valeur estimée à plus de 7 500 000 francs CFA, ce lieu de culte a vu le jour grâce à l'aide de l'église presbytérienne évangélique de la Corée du Sud. Plusieurs personnalités de la commune de Sibi et environnant, en plus des pasteurs et fidèles chrétiens, ont pris part à cette fête. La religion est honorée quand il y a un lieu de culte dédié pour ses activités. Donc, quel que soit le nombre de croyants, quel que soit l'endroit, nous avons toujours jugé nécessaire de réserver un endroit pour que les fidèles puissent se rencontrer et ensemble adorer Dieu. Ce samedi a été un jour de joie et d'action de grâce dans cette localité qui n'avait jusqu'ici un lieu de culte adéquat. Son importance n'est pas à démontrer pour ceux-là qui croient au Seigneur Jésus. La dédicace d'une église a une très grande importance pour le monde chrétien protestant évangélique. Parce que ça rassure les croyants que là où ils sont en train d'adorer maintenant, dans ce bâtiment, ce n'est pas un simple bâtiment, c'est un bâtiment dédié à Dieu, à l'Éternel. C'est là où on vient rencontrer l'Éternel, c'est là où on l'adore, c'est là où on se rappelle de sa gloire, c'est là où on parle de nos problèmes, c'est là où on se confesse devant lui et on lui demande pardon. Nous avons eu cela dans 2 Chroniques chapitre 6, c'est le roi Salomon qui a été le premier à le faire pour servir d'exemple pour nous autres aujourd'hui. Les travaux ont duré 2 mois. Il faut préciser que Sibi relève du district évangélique de Bamako-Koura. Religion toujours, le ministre de l'administration territoriale et le ministre des affaires religieuses et du culte sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan ont l'honneur d'informer la communauté musulmane que le mois lunaire Muharram ou Jom Minekalo a débuté au Mali le mardi 5 novembre 2013. En conséquence, l'Ashura sera célébrée au Mali dans la nuit de mercredi au jeudi 14 novembre 2013. Le stade Sidi Mohamed Dramé de l'hippodrome a fait peau neuve. Ce réaménagement est l'œuvre de l'Association pour le développement et la surveillance de la cité. La cérémonie de remerciement à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à la réalisation des travaux a eu lieu dimanche passé. Nous retrouvons Isaac Tchenou. Ce stade municipal Sidi Mohamed Dramé de l'hippodrome, jadis une zone dangereuse à cause des murs et du manque d'électricité, présente aujourd'hui un nouveau visage. L'initiative est de l'Association pour le développement et la surveillance de la cité avec la bénédiction de bonne volonté. L'idée de la clôture, c'était pas parce que c'est du travail qui a été bien fait, c'est pas pour démolir une clôture, c'était juste pour l'aménager, pour que les uns et les autres puissent se voir et de l'intérieur et de l'extérieur. Donc il y a eu des agressions, il y a eu perte en vies humaines, les gens se sont fait braquer, les gens ont perdu leurs biens, on s'est levé, on a approché les mairies avec l'aide des uns et des autres et c'est ce qui a conclu aujourd'hui. Cette cérémonie à l'allure festive est une occasion pour la population de l'hippodrome de dire merci à tous ceux qui ont été sensibles au cœur de cœur des bénéficiaires que sont les jeunes. Les jeunes ont eu l'initiative de sensibiliser les résidents, de sensibiliser les responsables politiques administratifs qui résident ici pour leur dire de faire quelque chose pour sécuriser le terrain. Donc aujourd'hui, nous constatons que ce travail a été réalisé et j'ai constaté que depuis plusieurs semaines, les jeunes viennent ici en masse pour pratiquer leur sport favori. Nous voulons que notre quartier soit un quartier tranquille, un quartier où il y a la sécurité et un quartier où il fait bon vivre. Une pensée a été faite à l'endroit de tous ceux qui ont perdu la vie dans cet espace dédié à la jeunesse. Cette édition s'achève. Vous pourrez la revoir sur notre site internet. Retrouvez demain à 10h et 13h Mohamed Touré. Je serai là
pour les éditions de 18h et 20h. Merci pour votre fidélité. Bonsoir.